Nous sommes de retour sur le plateau de Casadoc et nous allons maintenant revenir sur ces réalités avec nos invités, docteur Nadia Thomas, mais également Amandine de Brucker. Alors, le documentaire, on l'a vu, montre des trajectoires qui commencent très loin, plusieurs heures de pirogue parfois pour des fois un jour entier même de déplacement, puis un séjour prolongé à Cayenne, avant même l'accouchement, ça il faut quand même le préciser. Ces femmes se retrouvent face à des déracinements temporaires. Commençons, si vous voulez bien, pour comprendre ce que représentent réellement ces parcours. Et avant d'en parler, j'ai retenu un petit extrait qui va illustrer un petit peu le propos. Regardez. Le taux de mortalité néonatale reste 2 fois plus élevé que dans l'Hexagone. Pour garantir aux femmes enceintes un accouchement sécurisé, Naïka et les équipes médicales doivent les convaincre de quitter leur village 1 mois avant leur terme pour rejoindre un hôpital à des centaines de kilomètres. On les fait partir le dernier mois de la grossesse parce que nous, ici, on a le nécessaire pour faire un accouchement, mais s'il se passe quoi que ce soit, on n'a pas le nécessaire pour la suite pour pouvoir prendre en charge correctement et de façon sécurisée la patiente ou son bébé. Elle bouge bien, hein. Du coup, pour les patientes, c'est souvent compliqué parce que pendant 1 mois, elles vont partir loin de leur famille. Donc pour n'importe qui, en vrai, ça serait compliqué. En métropole, si on dit à une patiente, tu pars 1 mois loin de ta famille, elle l'accepterait aussi difficilement. Mais c'est vraiment par rapport à la sécurité, on leur explique au niveau de la balance bénéfice-risque, il y a quand même beaucoup plus sécuritaire d'accoucher à Cayenne que ici, quoi. Alors voilà, ça illustre très bien la problématique que nous allons aborder durant cette petite demi-heure. Alors avec vous d'abord, Amandine de Brucker, comment ces parcours sont vécus par les femmes et leurs familles ? C'est toujours difficile. Alors bien sûr, il y a cette perspective de sécurité qui est quand même bien comprise. Oui. Mais comme le fait remarquer justement le sage-femme dans ce reportage, c'est très difficile et n'importe quelle personne aurait des freins à partir seule, à quitter son foyer, quitter sa communauté, quitter aussi ses autres enfants, souvent, les laisser pendant plus d'1 mois dans cette phase qui est déjà très complexe à vivre. Et donc voilà, il y a vraiment en fait cette balance entre... Et est-ce qu'on peut dire que le rôle, justement, on va commencer à en parler, de ces femmes relais, un dispositif unique en Guyane, importe et en tout cas accompagne et permet que ce vécu soit un peu moins difficile? Oui, tout à fait. On essaye justement de travailler là-dessus. Les femmes relais ont un rôle essentiel pour rassurer, présenter aussi, préparer avec les futures mères, ne serait-ce que ce qu'elles doivent emmener, ce qu'elles peuvent emmener, ce qui est judicieux de prendre pour ce temps d'attente à Cayenne. Et aussi pour pouvoir, au retour, continuer à les recevoir. Alors sur ces parcours, docteur Thomas, parfois longs, on l'a dit, quel impact observez-vous médicalement ? Il est clair que le parcours a pour but la sécurité de la naissance. Le moment de la naissance est un moment difficile pour les mères avec le risque hémorragique. Et c'est un moment difficile aussi pour l'enfant qui peut très mal s'adapter à la vie extra-utérine. Donc c'est un moment de passage pour la mère et pour l'enfant. Et c'est vrai que cette médicalisation, elle a pour but de sécuriser et la maman et le bébé. Donc on sacrifie d'un côté à la sécurité cet arrachement. Et donc c'est vraiment nécessaire ces départs un mois avant C'est 5% des femmes enceintes qui vont faire une hémorragie de la délivrance. Oui. Et donc, quand on est dans une commune isolée, on n'a pas de banque de sang, on n'a pas de moyens chirurgicaux, on a uniquement des sages-femmes qui peuvent faire des actes et des gestes d'urgence, mais on a besoin vraiment de cette sécurité. Oui, on parlera tout à l'heure des CDPS et les moyens dont ils disposent. Alors, Amandine de Brucker et Dr Thomas, vos visions se complètent, je dirais, un petit peu ce soir. Comment mieux articuler l'approche culturelle, parce que ça aussi, c'est un enjeu considérable, et l'approche médicale sur ces parcours. Vous avez la main, vous
Voilà, votre point de vue là-dessus? C'est une question difficile parce qu'effectivement, on sent bien que se percute une réalité médicale, biomédicale qui s'appuie sur des données extrêmement scientifiques, et puis de l'autre côté, une réalité sociétale qu'on ne comprend pas parce que la plupart des soignants sont des métropolitains sur ce territoire. Donc enfin, on voit bien que ça se percute, et c'est tout l'intérêt pour moi de la femme relais, de faire l'interface et de faire vraiment de faire se comprendre ces soignants métropolitains qui des fois viennent de métropole directement à Maripasoula, et puis ces femmes qui ont leur réalité et qui veulent être respectées dans toutes leurs composantes, et qui veulent qu'on respecte leur dignité. Ce qui est important, parce que le patient le prend dans sa globalité. En parlant de soignants, vous avez une trentaine d'années de métier, hein, donc on ne parle pas de vous. Votre point de vue là-dessus, Amandine de Brucker? Oui, bien tout à fait. En fait, l'idée, c'est de pouvoir faire une médiation bien sûr au niveau santé, mais également linguistique, puisque des fois c'est les barrières de la langue qui... Tout à fait, on l'a vu aussi dans le documentaire. Oui. Mais également sur un point de vue plus... des traductions de la culture de manière générale, avec des notions, des représentations qui sont différentes pour le corps médical et puis pour les patientes. Aussi, oui. Alors, le documentaire évoque des risques réels, vous l'avez évoqué aussi, d'isolement, faible capacité de structure locale, évacuation tardive aussi. La distance devient un facteur crucial. Je vous propose maintenant d'aborder la réalité, justement, médicale de ces territoires. Docteur Thomas, quels sont aujourd'hui les risques obstétricaux les plus élevés dans ces zones isolées? Ils sont comme toutes les femmes enceintes, hein, c'est le risque hémorragique qui est vraiment le risque majeur, hein, c'est le risque à l'accouchement. C'est 5% des grossesses, donc, et on peut perdre la vie. Hein, c'était la principale cause de mortalité auparavant. Maintenant, ça ne l'est plus parce qu'on prend en charge justement. Mais après, toutes les patientes sont susceptibles d'avoir des pathologies de la grossesse, comme partout, de l'hypertension, du diabète. Et nous avons aussi beaucoup de femmes anémiées. Parce qu'il y a les consommations de Pemba, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de grossesses qui s'enchaînent. Donc on a des femmes avec des terrains médicaux qui ne sont pas forcément très favorables. Il y a beaucoup de pathologies qui sont surajoutées et des fois de la réticence à venir se soigner. Juste donner le Pemba, c'est la consommation de l'argile. Voilà. Ce sont des consommations d'argile. Souvent, ça soulage un peu les douleurs d'estomac. Et puis, c'est aussi des consommations assez traditionnelles. C'est ça. Et le problème, c'est que ça génère des anémies très, très importantes. On l'a vu aussi, effectivement, dans le documentaire. Alors, est-ce que les CDPS sont-ils en capacité de gérer une urgence obstétricale ? Oui, nous sommes en capacité de gérer des urgences obstétricales parce que dans la plupart des centres, nous avons un médecin, une infirmière et dans énormément de centres maintenant, des sages-femmes qui sont d'astreinte, mais on n'a pas de plateau technique de type bloc opératoire. Donc il y a un moment, on a des gens qui ont un petit peu de matériel, qui ont un bagage médical sérieux, mais qui n'ont pas une infrastructure d'un hôpital comme celui de Cayenne ou de Saint-Laurent. Amandine de Brucker, comment justement, je reviens vers vous, puisque cet aspect de l'anthropologie sera très utile aussi ce soir. Comment les femmes vivent cet éloignement, du coup? Pas bien. Souvent pas bien, non. Il faut le dire, oui. C'est pour ça qu'on essaie aussi de travailler au réseau pour améliorer ces situations, améliorer le suivi pendant qu'elles sont à Cayenne. Et également pouvoir préparer le retour et leur assurer toujours un soutien, une forme de soutien. Est-ce que vous pouvez dire qu'il y a, ou vous l'avez-vous remarqué, un sentiment d'hostilité du milieu hospitalier par ces femmes? Est-ce que vous le mesurez ou pas? Hostilité, non. Non, pas d'hostilité. Mais méfiance. Méfiance très souvent, incompréhension. Et c'est normal. Enfin, ça se comprend. Oui, ça peut se comprendre, effectivement. Et en 2001, mesdames, le document Burla, ça vous parle? C'est des recherches qui avaient été élaborées et qui avaient mis en évidence, évidemment, la prise en charge des femmes enceintes dans les communes isolées, qui alertaient déjà sur la mortalité périnatale. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Est-ce que les chiffres sont à la baisse ou... Oui, ça n'a plus rien à voir. C'est même tellement loin. Pour vous donner juste un ordre d'idée, en 2018, il y avait 6 sages-femmes dans les communes de l'intérieur. Il y en a 17 maintenant.
Il y a des sages-femmes fixes à Camopi, à Papaichton, à Apatou, là où il n'y en avait pas. On a doublé le nombre de consultations gynécologiques faites par des sages-femmes. On a triplé le nombre de consultations gynécologiques faites par des gynécologues. On a doublé le nombre d'échographies. On est passé de 2 à 3 consultations par grossesse à pratiquement 6. Donc vraiment, on n'est plus dans les mêmes réalités. On a du matériel qui est moderne. Je crois qu'il faut aussi féliciter le CH Cayenne et maintenant le CHU de Guyane. Donc on monte en puissance. Voilà, on monte clairement en puissance au niveau du matériel depuis 5 à 6 ans. Et on monte carrément en puissance au niveau des ressources humaines et des moyens humains qui ont été déployés pour justement faire face à ces problèmes. Il y a des missions maintenant, il y a des missions diabétologiques, il y a des missions échographiques, il y a des missions gynéco, il y a vraiment, il y a encore plein de choses à faire. On pourrait encore évidemment faire mieux, mais par rapport à ce rapport de 2001, je crois que là, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Il n'y avait même pas de sage-femme dans les communes de l'intérieur. Ah oui, oui. Sur les femmes relais, justement, est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce qu'il y en a dans toutes ces communes concernées? Alors non, pas encore. Nous y travaillons, justement. On agrandit l'équipe petit à petit. Au moment où le reportage a été fait, nous avions 3 femmes relais à Taluène, Papaichton et Grand Santi. Actuellement, il y en a également à Irakubo, à Maripasoula, Camopi à partir du mois prochain à peu près, et également une à Cayenne qui va pouvoir réceptionner ces femmes qui viennent justement donc en AMH pour l'accouchement en milieu hospitalier et qui va pouvoir faire le lien avec les femmes relais ou les médiateurs. Oui, c'est ça, c'est un peu l'interface. Voilà, exactement. Alors, malgré les difficultés, la Guyane, vous le disiez, docteur Thomas, a développé des dispositifs uniques, on en parlait, les femmes relais, réseau périnatal, n'est-ce pas, consultation également itinérante, hébergement. Justement, je vous propose de mettre la lumière sur ce qui fonctionne et ce qui pourrait être renforcé. Avec vous, docteur Thomas, quels sont les dispositifs qui améliorent réellement la sécurité périnatale aujourd'hui? Là, c'est vrai que l'hébergement des femmes à Cayenne, pour le moment, il est, pour celles qui ont des pathologies, elles sont hospitalisées. Pour les autres, elles vont à l'hôtel. Et pour 2026, nous attendons avec une grande impatience la livraison de la maison hospitalière qui va être là, donc une maison intégrée à l'intérieur de l'hôpital et qui sera en partie dédiée à l'accueil de ces patientes. Et ça permettra de les avoir toutes au même endroit et de pouvoir vraiment non seulement gérer médicalement, mais aussi leur proposer des activités en rapport avec leur statut, faire de l'activité physique adaptée, de la nutrition adaptée aux femmes enceintes, de l'information. Un environnement vraiment de l'information sur la contraception, sur l'espacement des naissances, parler aussi violence, parler de plein de choses médicales, mais pas que. Moi, j'ai aussi l'espoir qu'on puisse faire des activités ludiques, artistiques avec ces femmes, qu'on puisse les sortir aussi. Elles ne sont pas prisonnières, elles ne sont pas malades, elles pourraient aller au cinéma, elles pourraient aller à la mer. Il faut simplement aussi les voir comme des personnes qui ont des besoins qui ne sont pas que médicaux. Elles sont pas. Bien sûr. Elles sont là pour être effectivement dans un milieu sécurisé médicalement, mais on peut faire d'autres choses. Comment fonctionne justement la coordination CDPS, CHU, PMI, réseau périnat, pour qu'on ait une petite idée, en tout cas sur cet axe-là? Alors les CDPS et les hôpitaux de proximité, puisque Maripasoula, Saint-Georges et Grand Santi sont des hôpitaux de proximité maintenant, sont un des piliers du CHU. Le CHU, c'est les 3 hôpitaux du littoral, plus les CDPS et hôpitaux de proximité. Et donc nous travaillons en collaboration avec le réseau périnatal de manière étroite, puisque les femmes relais sont des salariés du réseau, mais elles interviennent dans les locaux des CDPS et des hôpitaux de proximité. Et avec la nouvelle coordinatrice qui sera à Cayenne, ça sera dans le centre hospitalier de Cayenne. Et la PMI, malheureusement, sur l'intérieur, est un petit peu en perte de vitesse pour des raisons de recrutement. Mais on collabore avec les personnels qui sont toujours en poste pour justement assurer la liaison et transmettre les informations sur les femmes et les nouveau-nés. Alors, les femmes relais, Amandine de Bruckère, j'y reviens. Comment ce dispositif transforme vraiment cette prise en charge, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut matérialiser, imaginer, nous donner des éléments concrets pour qu'on comprenne cet apport considérable? Alors selon les communes ou les villages, c'est environ 25 femmes qui sont accompagnées par mois. Il faut savoir qu'on suit donc la femme relais les accompagne du début de la grossesse jusqu'en étant, au début c'était 6 mois après la naissance,
en s'inscrivant dans les 1000 premiers jours, on essaie aussi de poursuivre un accompagnement jusqu'aux 2 ans de l'enfant et également de l'accompagnement sur toutes les questions en fait, de santé des femmes, de contraception, etc. Oui. Donc du coup, c'est vrai que ça permet aussi de suivre plus de femmes. Et je veux dire que là où on n'en a pas encore, elles sont demandées. Donc voilà. Où il en manque, par exemple ? Alors il en manque. Camopi qui va être pourvu d'ici peu. On a beaucoup de demandes au niveau d'Apatou, de Saint-Georges également, oui. Et comment le recrutement est fait ? Quelles sont les qualités, les compétences ? Enfin, qui recherchez-vous comme femme relais ? C'est l'occasion. C'est un mélange en fait parce que bien sûr que quand il y a de l'expérience en animation, en médiation, évidemment c'est un plus. Des diplômes également comme le DU de médiation en santé qui sont évidemment des valeurs ajoutées. Oui. Après, ce qui importe également, c'est on va dire les soft skills, la possibilité de contact facile, mais en même temps de discrétion, parce que c'est important. Il faut savoir que c'est un rôle qui est très compliqué à l'interface entre. Oui, parce que j'imagine la confiance est importante dans ce duo, je peux dire, mère-femme relais. Oui. Donc c'est vraiment ce type de profil que vous recherchez. Le respect du secret aussi et de la confidentialité, parce que ces femmes sont aussi dépositaires d'un certain nombre d'informations sur les autres femmes qu'elles ne doivent évidemment pas utiliser. Alors vous êtes toutes deux, mesdames, au cœur de ces dispositifs. Quels maillons, par exemple, du réseau fonctionnent le mieux aujourd'hui et lesquels restent peut-être les plus fragiles pour l'instant ? Votre point de vue, votre analyse sur le réseau ? Oui. Moi, je dirais que tous les programmes que l'on a, que ce soit le suivi des grossesses ados, des grossesses adolescentes, les femmes relais, le programme Nutri Petit Moon, qui est un programme qui vise à réduire la précarité alimentaire, tous ces programmes fonctionnent bien. Le problème, c'est toujours le même, c'est le financement. Il faut se battre pour avoir des financements. Et les femmes relais, c'est pas moi qui bloque les femmes relais à 6, c'est simplement que j'ai le financement pour 6. Et donc, si on avait le financement pour 9, on en aurait 9. Oui, il y a ça aussi. Alors, c'est plus des questions financières. Sur ces images, on voit un petit peu le dispositif Aruna. C'est au sein du CHU. C'est un hébergement d'accueil. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il répond à cette prise en charge et apporte ce qu'il faut quand même pour que ces femmes, pendant ce moment, soient bien accueillies. En attendant... Moi, je pense que le personnel qui accueille les patientes est très bienveillant et ça se passe bien. Mais ce sont des secteurs d'hospitalisation pensés pour de l'hospitalisation et pas pour de l'hébergement de personnes qui vont bien, qui sont valides et qui sont là pour du rattachement, du rapprochement. On est très dans le milieu hospitalier. On mange dans sa chambre sur son plateau repas. Je veux dire, ce sont des dames qui en plus vivent dans un esprit souvent communautaire et donc elles voudraient prendre leur repas en commun, faire des activités, des perles. D'ailleurs, on voit bien ces dames, elles se regroupent, elles se tressent les cheveux, elles cherchent des espaces qui soient des espaces de confort, mais aussi des espaces où elles ne sont pas à la vue de tout le monde. Et en fait, c'est un secteur hospitalier, donc c'est fait pour l'hospitalier. Et donc, le nouvel espace, rappelez-nous, c'est dans... Alors, la maison hospitalière, c'est déjà un projet qui est un peu ancien, qui a malheureusement été percuté par le Covid, qui a pris beaucoup de retard, et la livraison est attendue pour, on va dire, probablement septembre 2026. Bon, on n'en est pas loin, on y arrive. Alors, dans cette dernière partie de Casadoc, mesdames, consacrée à la prise en charge des femmes enceintes des communes isolées, je vous invite maintenant à mettre l'accent sur les enjeux et nous projeter, évidemment, que peut-on améliorer, créer, renforcer pour que ces parcours soient moins lourds ? Docteur Thomas, vous gardez la main. Quelles sont les 3 priorités ? Allez, 3 priorités médicales pour réduire vraiment les risques. Alors, je crois qu'il nous faut travailler sur l'attractivité médicale. Parce que là, on a un turnover qui est très important des professionnels de santé. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on ne comprend pas les patients, parce qu'on est là pour 3 mois, 6 mois, c'est très compliqué après de bien maîtriser tous les enjeux et de bien comprendre ce qui se joue dans la tête de nos patients. Donc je crois que notre première priorité, c'est de pérenniser nos sages-femmes sur les sites. On a malheureusement des gens qui viennent pour des contrats extrêmement courts pour découvrir et puis qui repartent. Et ça, c'est très préjudiciable. Il nous faut plus de matériel, ça c'est clair. Et il nous faut développer plus d'aller vers. Par exemple, il y a des petits centres comme Taluen qui sont considérés, c'est pas très loin Taluen,
Tallehen, c'est à 1 heure de pirogue de Maripasoula-Mé, mais c'est 1 heure de pirogue mais quand même. Ouais, et donc, il faut qu'on aille vers ces plus petits centres. On a vraiment mis l'accent sur les hôpitaux de proximité, et c'est bien, on a équipé les hôpitaux de proximité. Papa Ichton sera doté d'un bel outil. Papa Ichton attend la livraison aussi de son nouveau centre, et ça va être super. Mais c'est vrai, il nous faut aller vers les plus petits centres, aller mettre plus d'équipements, plus de moyens sur des petits centres comme Trois-Sauts, qui sont très très loin, ou Tallehen, ou Técoupata. Voilà. Et puis une troisième priorité, c'est favoriser l'information de nos femmes enceintes. Je vois beaucoup de femmes enceintes qui arrivent et qui ne connaissent pas grand-chose sur leur grossesse. Et on a eu une interne qui a travaillé, qui a fait sa thèse sur justement ces femmes qui viennent sur le littoral pour l'accouchement. Et en fait, elles ont vraiment des difficultés à comprendre ce qu'on leur dit. Ça va beaucoup à l'encontre de ce qu'on leur a appris sur les maladies. Nous, on a une explication qui est toujours très biologique. Elles n'ont pas les mêmes, et il faut vraiment qu'on avance sur l'information. Alors, il y a un aspect important qui a été évoqué dans le film, la prise en compte culturelle, mais aussi avec ses pratiques ancestrales. Je vous propose d'écouter justement un extrait et vos réactions juste après, particulièrement vous, Amandine de Bruckner. Regardez. Généralement, ils accouchaient à la maison, mais la plupart des femmes accouchent à Cayenne, carrément, donc on doit attendre qu'ils arrivent, obligatoirement. Enfin, on n'a pas vraiment le choix. C'est pas bon du tout. Nous avons des pratiques, des cérémonies à faire quand la femme accouche que nous ne pouvons pas faire parce que la femme n'est pas là, que le placenta a disparu, donc voilà. Du coup, on ne peut pas faire nos cérémonies. Nous disons en fait que ce qui rend nos enfants un peu plus stupides que d'habitude, c'est ça. Voilà, leur placenta n'est pas enterré. Voilà, pas selon les cérémonies, quoi. Nous avons un terme qui dit que mon vrai village est l'endroit où le village où mon placenta a été enterré, pas brûlé. Mais donc, voilà. Mais là, ils sont en train de reconstruire à Papa Ichton, de finaliser Maripasoula, donc j'espère que nous aurons quand même la possibilité de faire naître nos enfants sur le Maroni quand même. Ben oui. Alors, Amandine de Bruckner, comment mieux intégrer les langues, les codes, les représentations culturelles dans la prise en charge, selon vous? Un gros débat. C'est en effet un gros débat, puisque il y a évidemment des questions de traitement, on le voit, traitement au niveau du placenta ou d'autres qui peuvent avoir une charge représentative très importante selon les cultures et pas forcément traitées toujours de la même manière. Et ce serait aussi assez complexe, j'imagine, dans un CHU de traiter au cas par cas. Donc, il y a évidemment... c'est une question assez complexe, mais le développement, je pense, de la médiation, justement, et de l'intérêt de très nombreux soignants à aller aussi vers cette information, puisque on essaie de former davantage, d'informer davantage, les femmes enceintes, mais il y a aussi de plus en plus de soignants qui cherchent vraiment et sincèrement à comprendre les différentes cultures pour pouvoir adapter également le discours pour une meilleure littératie, tout simplement, et la médiation joue beaucoup là-dedans. Oui, qu'en pensez-vous, docteur Thomas ? Moi, je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse collectivement avec les femmes à ce qu'on pourrait faire. Peut-être pas tout le placenta, mais pourquoi pas une partie ou un morceau du cordon. Enfin, il y a peut-être... On peut avancer sur ces choses-là. Je pense que ce que dit ce monsieur, moi, ça me touche parce qu'effectivement, il a l'air atteint au plus profond de lui-même. Complètement, oui. Et on pourrait essayer de trouver des solutions un peu symboliques, mais le symbole, nous sommes des animaux très symboliques. Les êtres humains sont très symboliques. On pourrait essayer de travailler là-dessus. Alors, pour terminer, si vous deviez vraiment proposer ensemble une mesure phare, réalisable demain. Demain. Quelle serait-elle? Vraiment. Demande réflexion. Demain, je ne sais pas. Vous en auriez dit dans 10 ans, je vous aurais dit une maternité sur le Maroni, comme le monsieur. Mais demain, non. Mais si vous aviez la possibilité, allez, on est un peu joueur.
Eh bien, moi, je voudrais des locaux qui soient adaptés pour faire d'autres activités que celles que nous proposons déjà. Parce que là, maintenant, on arrive à un moment où les locaux sont très anciens. Ce sont des locaux qui ont souvent 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui n'ont pas du tout été faits pour nos activités actuelles. Et oui, si j'avais une baguette magique, je voudrais des locaux neufs à peu près partout. Parce qu'on pourrait faire beaucoup plus de choses. Ouais, sur l'aspect de la prise en charge et tout ce qui va avec, Amandine de Brucker, vous, par exemple. Oui, des espaces aussi pour les femmes relais dans les locaux. Ouais. C'est ça vos priorités. Les locaux, c'est très bloquant en fait. Ah oui. C'est un gros point de blocage. C'est très petit, c'est très vieillot. La plupart des centres de santé, c'est l'héritage d'Élie Castor. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est des centres qui n'ont pas du tout été pensés pour faire du curatif. Ils ont été pensés pour faire de la prévention. Oui, parce qu'à l'époque, c'était ça la compétence. C'était ça la compétence. Donc maintenant, on est dans des locaux où on est très à l'étroit et en plus qui n'ont pas été prévus pour l'usage que l'on en fait. Merci beaucoup à nos invités. Merci Amandine de Brucker. Merci docteur Thomas pour cet échange et merci également pour votre engagement. Je le disais, plus de 30 ans. Vous faites partie de celles qui ont fait les premières échographies, je crois, dans les communes isolées. Ouais, au siècle dernier. Au siècle dernier. Et c'était où À Maripasoula. À Maripasoula. Les premières échographies. Il n'y avait que Maripasoula. Et oui, à l'époque, oui. Voilà. Avec un très vieil appareil d'échographie que j'aimerais bien avoir maintenant pour le mettre dans un musée. Voilà, vous faites partie des pionnières qui ont commencé à accompagner ces femmes. Je suis très heureux de vous recevoir. Et puis Amandine de Brucker également. On va dire que c'est un peu la relève, qui vient renforcer. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Alors, ce Casadoc nous a permis... de voir qu'il y avait des choses qui fonctionnaient. Il y a des choses aussi à améliorer. Et en tout cas, la prise en charge de ces femmes dans ces conditions en Guyane, ça reste singulier, mais voilà, on est près de ces femmes. Vous êtes près de ces femmes pour justement ces enfants qui doivent arriver bientôt. Merci beaucoup, merci beaucoup, mesdames. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Bonsoir.